Terre, une histoire du futur, tome 1, Renaissance, de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Léa, lu par l'auteur. Chapitre 1. Elle courait. Des cris et des pleurs avortés dans la poitrine, lardant sa gorge comme autant de coups de couteau, elle courait. La peur et le chaos la talonnaient, l'aiguillonnaient à grand renfort de hurlements, de grondements, de chuintements, de vociférations, de supplications et de râles douloureux, ceux d'une forteresse agonisante, d'un peuple qu'on assassinait, le sien. Et elle, au lieu de se battre comme elle l'aurait voulu, comme elle l'aurait dû, de faire face et de mourir avec ceux de son sang, dévalait des marches vers le cœur même de leur demeure. Elle fuyait la mort qui s'abattait sur eux. Dans le concert cliquetant de leurs armures de combat laquées de noir et rehaussées d'or, deux armiailles d'élite la croisèrent, les oculaires de leurs casques massifs jetant d'inquiétants reflets. Malgré l'urgence, ils la saluèrent avec déférence, avant de continuer leur ascension vers le rez-de-chaussée, vers leur mort prochaine. Car ils allaient mourir, elle n'en doutait pas. Elle n'avait pu voir leur visage, mais elle savait que sous les carapaces composites, elle aurait trouvé un ami, un proche, un futur cadavre. Un instant, elle faillit renoncer, la rage qui montait dans ses tripes diluant presque la peur et le souvenir de la mission qu'elle avait acceptée, sous la contrainte. Elle s'appuya au bois roux recouvrant le basalto-béton des murs de la forteresse et se recroquevilla dans sa longue robe de cuir rouge à la coupe sobre et élégante. Malgré ses atours de reine, elle n'était soudain plus qu'une toute jeune femme à peine sortie de l'adolescence. Son visage juvénile, durci et vieilli par sa coiffure stricte, paraissait concentrer en lui tout le désarroi du monde. Un désarroi qui menaçait de déborder et ruisseler à tout instant de ses grands yeux d'ambre à l'arc rasien. Le mur trépidait derrière elle, tel un animal à l'agonie, secoué par quelques coups de boutoir colossaux. Un filet de poussière tomba sur son corsage, se mêlant à la fumée qui empuantissait déjà les couloirs et lui brûlait les yeux. L'odeur âcre du bois et de la chair rôtie, l'odeur du bûcher. Au-dessus d'elle s'amplifiaient les échos du combat que livraient pied à pied les défenseurs d'orgue noir et les ombres. Elle frémit à leur seule évocation. Contrefaite, massive, grotesque et terrible, de toute forme, de toute taille, changeante, ni bestiale, ni humaine, hideuse, elle les assassinait, les exterminait les uns après les autres. Elle les avait à peine entrevus quand elle avait traversé tant bien que mal la grande cour, entre les faisceaux d'énergie, les flèches et les balles qui se croisaient en miaulant. Mais ce qu'elle en avait deviné était suffisant pour la hanter sa vie entière, une vie qui risquait fort de s'achever cette nuit. Une de ces choses avait défoncé le rempart extérieur, y creusant une grande brèche, inextricablement mêlée à la carcasse de métal humanoïde d'une des armaborgues de la maison. La créature finissait d'agoniser sur le pavé humide, en soubresauts convulsifs, secouant toute la cour de ses ruades. Elle en avait conservé l'impression d'un grand nombre de pattes segmentées et de pinces colossales, dans les flashs agressifs des faisceaux d'énergie qui zébraient la nuit déchirée avec des sifflements rageurs. Par la plaie béante ouverte dans les défenses de la forteresse, les autres monstres se déversaient, en un chaos de membres et de corps difformes. Elle s'était engouffrée dans le donjon, aidée par le bras secourable d'un armiaire qui l'avait guidée jusqu'à la sécurité relative de l'escalier. Puis s'en était retournée pour en défendre l'accès avec ses compagnons. Elle ne savait plus, elle évoluait dans un cauchemar. Mais elle n'était pas la seule. Venue du coude du couloir, vint la nimber la lumière stroboscopique d'un tir de fusil à impulsion. Un sifflement gargouillant la suivit, puis un hurlement bien humain s'achevant en râle liquide, accompagné d'un odieux bruit mouillé de chair que l'on déchire. Elle crut vomir. Surprenant une ombre massive, nantie de trop de bras sur le mur conduisant au palier supérieur, elle se redressa et se remit à courir.
Elle dévala 4 à 4 les marches menant à l'étage inférieur, puis de là au bastion lui-même sous la surface. Elle seule en avait les codes d'accès. Elle se haït pour cette pensée. Et les autres, ses frères et sœurs, son peuple. Elle aurait tant voulu se convaincre qu'elle courait pour accomplir ce qu'on lui avait ordonné de faire, et non pas fuir ce qui massacrait ses gens. Mais dans son état de confusion, elle se prenait à douter de tout, y compris d'elle-même. Il avait suffi de quelques malheureuses minutes pour que sa vie, toutes ses certitudes, soient réduites à néant. Mais pourquoi et par qui? Telles étaient les questions qui rythmaient chacun de ses pas pressés sur les marches de pierre. Qui pouvait vouloir les anéantir de manière si méthodique, si peu conforme aux usages? Quelle puissance pouvait employer des créatures si terrifiantes? Tout cela n'avait aucun sens. La réalité semblait s'effriter. Essoufflée et hagarde, elle parvint enfin à un large palier au dôme de pierre voûté. Elle hésita sur la direction à prendre, se tournant vers la gauche où la spirale de l'escalier se poursuivait vers les profondeurs de la terre. Elle prit une grande inspiration haletante et continua sa descente. Combien de paliers passa-t-elle ainsi? Elle s'enfonçait toujours plus profondément sous la surface du sol, laissant derrière elle les échos de l'enfer qui se déchaînaient en haut. Elle passa différentes ouvertures, s'efforçant de ne regarder ni à droite ni à gauche vers les portes ouvertes. Elle craignait d'y rencontrer les regards apeurés de ceux qui, malgré l'ordre de la Castellane, étaient demeurés ici. Il la reconnaîtrait et se précipiterait vers elle pour lui demander ce qui se passait, un soutien, ou elle ne pourrait les affronter. Elle croisa encore des silhouettes guerrières bardées de polymères blindés. Délaissant l'étiquette, ils la saluèrent rapidement. Au lieu de se figer et de se courber, elle leur accorda à peine un hochement de tête, de peur qu'ils ne surprennent ses larmes. Déjà, ils étaient partis. Là-haut, les tirs et les cris reprenaient, ainsi que ces feulements insupportables où se mêlaient à l'animal d'étranges sonorités artificielles. Elle dépassait les quartiers d'habitation les plus profonds, dont les méandres s'ouvraient au-delà du palier, quand elle manqua percuter une silhouette nerveuse et précipitée, qui grommela une vague protestation avant de la reconnaître. Confus, l'arrivant s'agenouilla. Bouleversée, elle découvrit son visage juvénile, constellé de taches de rousseur, son nez encore retroussé d'enfance, ses yeux immenses qui la fixaient, révérencieux. Une voix que la mûre rendait dissonante s'excusa. « Pardonnez-moi, Jacques Castellane, je ne vous avais pas reconnu, Il leva sa main dans laquelle scintilla brièvement, d'un éclat méchant, un court lance d'art à air comprimé. « Je montais rejoindre les cadets pour... »« Non !» Il s'écarta. Il ne comprenait pas, lui, membre d'un des plus prestigieux et puissants clans d'Avarnia, ce qui pouvait ainsi terrifier la Jacques Castellane, la mère à venir d'Orguenoir. Refusant de le laisser partir, elle agrippa son bras. « Non, n'y va pas, rejoins les autres dans le bastion, cache-toi, cache-toi le plus loin possible de la surface, et attends que... » Il ne lui laissa pas le temps de finir, et dégagea son bras d'une poussée. « Je suis désolé, Jacques Castellane, je vous révère, mais je dois protéger Orguenoir. » Il fit un geste vers son front et toucha la pierre grenat qui y était enchâssée. Preuve qu'il avait passé l'épreuve faisant de lui un armiaire, une des griffes d'Orguenoir. « Mon toil est mon honneur et mon devoir, conclut-il simplement, lui assenant une des premières lois du clan dont elle était presque la garante. Déjà il l'avait contournée, alors qu'elle tentait de nouveau de le saisir, et disparaissait au premier coude de l'escalier. Elle hurla un long « Non !» d'impuissance et vacilla sur le point de s'effondrer. Ce fut la voix de sa dame, la mère de Lord Toil, qui vint la soutenir. « Tu vas te rendre dans le sanctuaire, tu y réveilleras ceux qui s'y trouvent. L'heure est venue, notre veille s'achève. » Alors que des sanglots silencieux déchiraient sa poitrine et la courbaient en deux, elle songea au désespoir. « Mikaël Marin, pourquoi n'êtes-vous pas avec moi ?» 1 heure. Il avait suffi d'1 heure pour que son existence et celle de tous les autres membres du Toil d'Orguenoir basculent dans ces limbes de ténèbres et d'horreur. 1 heure pour des centaines de vies. Comme ces personnes sur le point de mourir qui, dit-on, revoient leur vie en une fulgurance dernière, elle rejoua, pour elle seule,
ces quelques instants où son monde, ses certitudes, avaient brusquement cessé d'être. La journée précédente avait été épuisante. Pendant plus de 10 heures, agenouillée et immobile, dans la robe et les atours de sa charge, elle avait siégé en salle de paix et reçu les doléances, grandes ou petites, des membres du clan. Pour la première fois de sa vie, elle s'était exercée au vrai pouvoir et au rôle de juge suprême qui incombait à son rang futur. Elle avait arbitré des divorces, des disputes, réglé des litiges opposant 2 ou 3 cultivateurs de la caste des Vitalaires pour l'attribution d'un terrain. Elle avait même dû déployer toute la panoplie des armes de la Castellaina, autorité, charme et ruse. Pour apaiser 2 sibériaires du clan, les 2 guerriers souhaitaient vider une querelle quelconque à la manière forte, mais un combat d'armure cybernétique géante était bien la dernière chose que puisse désirer un clan qui n'en possédait que 9 et savait pertinemment ne pouvoir en trouver d'autres. Que ces deux-là se carbonisent à coups de canon à particules ou de laser, et le Toy le perdait presque un tiers de sa force armée. Elle les avait amadoués comme seule sait le faire une vraie Castellaina, les réprimandant pour commencer, puis les apaisant, à force de sourire, se levant imperceptiblement, jouant de son corps avec discrétion, mais une efficacité diabolique. Elle les avait apprivoisés par le regard et des phéromones délétères émises par son corps modifié. Elle savait que Nika Ilmara, même si elle n'était pas dans la salle, l'observait par quelques œilletons dérobés et qu'elle était fière de son élève. Elle en était sortie épuisée, mais également un peu grisée de cette première expérience du pouvoir, de cette charge à laquelle on l'a préparée depuis son plus jeune âge. Enfin, elle était allée se coucher dans ses appartements, à l'ameublement austère sans être spartiate, sur quelques ultimes recommandations et encouragements de la Castellaina. Elle avait sombré dans un sommeil sans rêve, lourd et réparateur. Elle s'attendait à ce que Natlai, la jeune femme dévouée à son service, ne la réveille qu'à l'aurore, quand le soleil viendrait de ses doigts soufrés effleurer la cime des forêts de Cédroya. Mais la main qu'il avait secouée, la tirant des limbes du sommeil, n'était pas celle délicate de Natlai. C'était une poigne robuste, bourrue et définitivement masculine. Si elle en avait encore douté, la voix qui s'était adressée à elle, rauque et assourdie, aurait suffi à la convaincre que l'importun n'était pas de sexe féminin. Jacques Castellaina Faira, Jacques Castellaina. Son visiteur tentait d'adoucir son timbre par déférence envers celle qui, bientôt, serait la mère de la maison. Il s'était tu en voyant qu'elle ouvrait les yeux et le fixait de ses prunelles couleur de miel brûlé. Il avait ajouté, précipitamment, comme pour justifier sa présence en ce lieu. La Castellaina Nika Ilmara vous demande, de toute urgence. Elle avait fixé longuement, ne parvenant pas à comprendre ce que le molosse en armure noire pouvait donc faire agenouillé près de sa couche. Elle avait articulé lentement, les mots trébuchant sur sa langue. Que se passe-t-il? Reconnaissant les nombreuses volutes d'argent honorifique qui ornaient le plastron sombre, elle avait ajouté « Da Armiaire Piaire Moussan, que faites-vous ici ?» Le vieux guerrier au visage buriné, à la moustache fournie et aux favoris grisonnants, qui la connaissait depuis l'enfance, lui avait souri, heureux qu'elle l'appelle par son nom. Sa voix, quand il lui avait répondu, n'avait pourtant rien d'enjoué. « Nous sommes attaqués, Jacques Castellaina. Il faut vous lever et venir avec moi. » Incrédule, elle s'était redressée. La courte pointe qui la couvrait avait glissé, dévoilant son corps tout en courbe ou cuivrée. Comme brûlé par quelque vision sacrilège, le guerrier bourru avait brusquement détourné la tête et balbutié. « Pardonnez-moi, Jacques Castellaina, je vais sortir et je vous attendrai dehors. » Couvrant son buste dévêtu, elle avait hésité à le rappeler. Elle voulait savoir ce qui se passait, dissiper la boule qu'elle sentait se former au creux de son ventre. Mais il était déjà sorti, fuyant presque. Et soudain, alors qu'elle se tenait là, dans la douce pénombre, que ne dissipaient qu'à peine les quelques bûches de cédroya qui se consumaient encore dans de grands âtres de bois, elle avait senti. Quelque chose était en train de se produire. Le Castagliar tout entier retenait son souffle dans le silence de la nuit. Il lui semblait percevoir des échos de cavalcades lointaines, des cliquetis annonciateurs de violence.
Plus loin encore s'élevaient des sifflements et des grondements assourdis, ainsi qu'un martèlement régulier, celui qu'auraient produit des géants de métal dont les pieds auraient frappé la terre. Les armes à Borg, avait-elle pensé. Les Sibériaïres les ont sortis des hangars souterrains. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier que les Sibériaïres, l'élite des guerriers du Toil, mettent en branle ces titans de notre temps, en pleine nuit? Même une attaque de brûle-feu, leur ennemi séculaire, n'aurait pas suscité un tel déploiement de force. Et jamais un Toil n'en aurait attaqué un autre sans rencontre des Castelline et lancement du défi rituel. Cela ne rimait à rien. Alors qu'elle rejetait la couverture, elle avait exposé son corps de diane eurasienne à la chaleur complice des flammes. Ouvrant un placard marqueté, elle en avait saisi la tenue de son rang. Elle s'en était revêtue avec application, satisfaite de constater qu'elle était encore capable de s'habiller sans l'aide de Natlaï. Elle avait d'abord enfilé la combinaison de micromailles composite. Douée d'une mémoire de forme, l'habit s'était ajusté à son anatomie, la moulant d'une seconde peau noire et mate, du col jusqu'au bout des pieds. Par-dessus, elle avait passé la robe de son rang, toute de cuir rouge, au corsage ajusté rehaussé d'un liseré noir. Les deux longs pans en descendaient des hanches jusqu'aux chevilles, laissant apparaître ses jambes et l'arrondi de sa chute de rein gainée du noir fumé de la maille protectrice. Renonçant à mettre de l'ordre dans ses épais et longs cheveux sombres au reflet des reins, elle s'était ruée vers la porte de bois de ses appartements. Passant près du battant, elle avait attrapé sa tiare de platine et l'avait fixée sur son crâne. Immédiatement, les antennes de la parure ouvragée s'étaient déployées sur ses tempes, telles d'étranges aigrettes. À la base de son crâne, elle avait senti l'infime piqûre des deux aiguilles qui plongeaient jusqu'à ses centres nerveux. Une seconde de plus, et les caractères fonctionnels apparaissaient en surimpression sur l'image qu'elle percevait de la pièce. Elle commanda mentalement à l'objet l'ouverture de la porte, puis en passa le seuil. Armiaïr Moussan l'y attendait, visière rabattue, renvoyée à l'anonymat inquiétant que lui conférait l'aspect canin de son homme, avec son respirateur proéminent et les deux cercles phosphorescents de son système oculaire. Sur un geste de Moussan, deux autres armiaïrs anonymes l'avaient aussitôt encadré dès qu'elle eut franchi sa porte. Fusil à impulsion au poing, on avait donc sorti les armes de guerre, il l'avait accompagnée alors qu'elle suivait le vieux baroudeur. Il l'avait conduite par une enfilade de couloirs à travers tout l'étage. Il n'avait croisé personne hormis des gardes de faction, immobiles et muets. Les semelles d'alliage des armiaires faisaient résonner le parquet et les tapis précieux de sourde manière au rythme de leurs pas martiaux. À une ou deux reprises, tenaillée par l'angoisse qui ne l'avait pas quittée, elle n'avait pu s'empêcher d'interroger le guerrier bourru, tentant de lui extorquer quelques renseignements, un début d'explication, mais il s'était montré intraitable. Elle avait eu beau déployer toute sa maîtrise pour ajouter à sa voix ces accents qui rendent les hommes malléables, il s'était contenté d'un têtu. La Castellina seule peut vous répondre, Faïraja. Je n'en ai pas d'autorité. Elle avait été heureuse qu'il l'appelle par son nom, oubliant inconsciemment le protocole. Il avait été son ami quand, enfant, la Castellina l'avait réprimandé ou trop éprouvé. 100 fois elle était venue pleurer sur ses genoux, enfouissant son petit visage contre ses favoris déjà grisonnants, dont le piquant lui était devenu un réconfort. Au fil des ans, elle l'avait vu se transformer en serviteur, puis en sujet idolâtre alors qu'elle devenait femme, et presque Castellina elle-même. Aujourd'hui, il se détournait d'elle comme si le fait de surprendre sa nudité avait été un sacrilège. Ils avaient gravi un grand escalier de cédroyat roux, dans le craquement des marches maltraitées par le poids des armures. Enfin, ils s'étaient arrêtés devant une imposante porte aux battants sculptés, qu'elle savait dissimuler un alliage autrement plus résistant. Ces anges gardiens s'étaient écartés d'elle pour venir rejoindre leurs 4 jumeaux déjà en faction de part et d'autre des piliers moulurés qui flanquaient les panneaux de bois. Ils s'étaient immobilisés, leurs armes énormes au poing, golems d'ombre luisante aux yeux luminescents. Armiaïr Moussan s'était alors adressé à elle, sa voix, relayée par les transmetteurs de son casque, résonnant d'un lointain écho métallique, leva dans son dos un frisson désagréable. « C'est ici que je vous laisse, Jacques Castellina. » Il avait ajouté, et même à travers les filtres déformants de l'armure, elle avait perçu cette complicité qu'il lui réservait naguère. « Courage, ma jeune dame.
D'un geste mesuré, elle avait effleuré son armure de ses doigts, comme seule une amante ou une mère aurait pu le faire, employant inconsciemment l'art consommé que lui avait inculqué sa préceptrice, celle qui l'attendait derrière ses battants. La séduction, Fahira, c'est la séduction qui donne à une femme son pouvoir. Et je ne te parle pas de beauté physique, tu n'en manques certes pas. C'est un tout, geste, regard, attitude, voix. Tout notre corps est une machine à séduire, jusqu'à notre moindre mouvement de sourcil, notre moindre inclinaison de tête, la ligne de notre nuque. Pourquoi portons-nous les cheveux attachés? Pour qu'ils puissent les détacher en rêve. Mais le plus important, m'entends-tu, c'est l'esprit. En dernier recours, c'est lui qui séduit, même quand tout le reste n'est plus que ruine. Un bon mot, une phrase placée au bon moment. Tu seras, Castellina, mère suprême de tes gens, leur déesse. Tu dois savoir les menacer, les gronder, les cajoler, les diriger. Mais plus que tout, quand menace et gentillesse échouent, tu dois les séduire. Homme comme femme, c'est tout un, mais jamais, jamais tu ne donneras corps à leurs rêves, ni au tien. Tel est notre pouvoir, tel est notre sacrifice. Oh oui, elle s'en souvenait. Elle lui avait tant ressassé ces mots que Faïria aurait pu les avoir gravés à l'intérieur même du crâne. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, elle s'était figée, tendant l'oreille au bruit de la maison, cette agitation inhabituelle qu'elle avait perçue en se réveillant. Ici, au dernier étage du donjon qui n'abritait que la salle de la paix des appartements de la Castellina, elle n'entendait plus aucun écho, même étouffé. Pourtant, en se concentrant, elle sentait encore les frémissements causés par les pieds colossaux des Armaborg en mouvement, lointain battement de cœur. N'y tenant plus, elle avait lancé l'ordre d'activation de la serrure via les émetteurs de sa tiare. Un petit sifflement, puis un claquement. Les deux battants s'étaient ouverts devant elle.